Ce soir-là, j'ai fêté mes 61 ans et tout ce que je voulais, c'était un dîner tranquille, un peu de chaleur, quelques anecdotes, peut-être un rire ou deux avec mon fils et sa femme. Antoine avait choisi le restaurant même si je soupçonnais Chloé d'avoir eu le dernier mot. Un de ces endroits à Bordeaux, avec des briques apparentes, des ampoules Edison et des menus imprimés sur du papier recyclé. Le serveur m'a appelé patron. Patronne, ce qui m'a fait sentir vieille pas flattée. On n'avait même pas commandé les apéritifs quand Chloé m'a tendu un sac cadeau blanc débordant de papier de soie. À l'intérieur, un body de bébé en coton doux avec l'inscription Meilleure mamie du monde. Ma gorge s'est nouée. On s'est dit que c'était le moment, a-t-elle déclaré avec ce ton aigu et sucré qu'elle prenait pour annoncer du lourd, pour commencer à préparer la chambre du bébé. J'ai cligné des yeux. La chambre. Antoine a hoché la tête et a saisi son verre de vin comme un accessoire de théâtre. Oui, surtout maintenant qu'on aura plus d'espace. Avant que je puisse répondre, il s'est levé et a tapé sa cuillère contre son verre. Puis-je avoir votre attention? La table était petite, 6 personnes en tout, mais le bruit a fait tourner la tête des serveurs. Chloé filmait déjà. J'ai vu le point rouge de l'enregistrement braqué sur moi. Ce soir, on ne célèbre pas seulement l'anniversaire de ma merveilleuse maman, a dit Antoine rayonnant. C'est aussi l'occasion d'annoncer notre famille qui s'agrandit. Il a souri. Nous emménageons dans l'appartement de maman. Elle n'a plus besoin de tout cet espace et nous, on attend un petit. J'ai arrêté de respirer. Ma fourchette flottait en l'air. C'est un tel cadeau, a ajouté Chloé orientant la caméra vers moi. On a tellement de chance qu'elle ait dit oui. Ils ont trinqué. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Personne ne m'avait rien demandé, mais j'ai hoché la tête. Ils ont levé leur verre, j'ai baissé ma garde, et comme ça, devant tout le monde. J'ai perdu ma maison. J'ai posé le body sur la table de la cuisine comme s'il allait m'expliquer quelque chose à force de le fixer. Meilleure mamie du monde. L'étiquette pendait encore. Je ne l'avais même pas sortie du sac. Je me suis assise sur ma chaise habituelle, celle près du radiateur, celle contre laquelle Antoine s'appuyait pour faire ses devoirs au collège. Ce soir-là, le silence de l'appartement m'enveloppait comme un brouillard. Plus d'espace, c'est ce qu'il avait dit. Comme si les mètres carrés leur appartenaient soudain. Quand avais-je donné mon accord, avais-je hoché la tête lors d'une conversation dont je n'ai aucun souvenir? Ou mon silence au dîner valait-il une signature? Je me suis dirigée vers la bibliothèque, encore pleine des livres reliés de mon mari, et j'ai ouvert le tiroir en dessous. Des dossiers juridiques, des factures d'électricité, le genre de papier qu'on garde à contre-cœur. J'ai feuilleté jusqu'à trouver le classeur médical. Des onglets verts pâles marqués de dates que j'aimerais oublier. Il y a 3 ans, la pneumonie, 1 semaine à l'hôpital. Je me souviens à peine juste un bruit blanc et des tubes respiratoires. Je revois le visage d'Antoine à mon chevet rassurant doux me demandant de juste signer ça pour l'assurance. J'ai sorti le formulaire. C'était là. Procuration durable, signé de ma main, daté de cette semaine-là. Son nom tapé proprement dans la case mandate. À l'époque, ça semblait être de la confiance. Ce soir, ça ressemblait à une arme chargée. J'ai envoyé un courriel à mon avocate avec comme objet « Ce document est-il toujours valable ?» Sa réponse est arrivée à 7h43 le lendemain matin. « S'il n'a jamais été révoqué, oui, appelle-moi, il faut qu'on parle. » Il ne devinait pas, il ne demandait pas. Il exécutait. Elle est arrivée sans prévenir, tenant un gobelet à emporter avec mon nom mal orthographié et un sac cadeau blanc pendant à son poignet. « Crème de noisette extra glaçon », a-t-elle chantonné comme si on était de vieilles amies à un brunch. Je me suis dit que je passerais voir. Tu es un peu silencieuse. Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais je ne n'ai pas claqué la porte non plus.
Alors elle a pris ça pour une invitation. Le sac contenait un flacon de vitamines prénatales. On espère, a-t-elle dit, posant une main à plat sur son ventre de façon trop théâtrale. Son visage s'est illuminé d'une manière étudiée. Ça nous a tellement touchés que tu nous donnes ton appart. On dirait un signe. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé traverser ma cuisine, ouvrir le frigo comme si c'était le sien, prendre une soupe pétillante et boire une longue gorgée sans vérifier l'étiquette. Aucune femme enceinte n'est aussi désinvolte. Puis elle a commencé à arpenter l'appartement comme une agente immobilière, désignant les murs, murmurant des choses comme espace ouvert. Et un verre sauge adoucirait ce couloir. Quand elle s'est arrêtée devant le placard du couloir, elle a tapoté le mur et murmuré « On pourrait abattre ça pour plus d'aération ». Je l'ai suivie alors qu'elle déambulait dans ma chambre, puis dans mon atelier de couture. Elle s'est arrêtée sur le seuil, hochant la tête. La chambre du bébé, évidemment. Ces escaliers se vont devenir compliqués pour toi de toute façon. La pièce a vacillé, mais je suis restée immobile. Son sac était sur le plan de travail l'entrouvert. Quand elle est partie aux toilettes, j'ai jeté un œil. À l'intérieur, un dossier étiqueté. APT 3A, prémise en scène. Plan d'aménagement. Disposition de meubles. Impression de sites immobiliers. Une note autocollante. Retirer tous les rideaux. Remplacés par du lin transparent. Elle n'emménageait pas. Elle mettait en scène. Elle ne voulait pas une maison. Elle voulait un projet à revendre. J'étais le vieux papier peint qu'elle prévoyait d'arracher. Il est arrivé sans un coup à la porte. Pas de sonnette, pas de texto. Juste le frottement doux du papier contre le carrelage pendant que j'étais sous la douche. J'en suis sortie encore humide et j'ai failli glisser sur l'enveloppe. Beige, sans adresse de retour. Mon nom imprimé devant dans une police trop formelle pour la famille. À l'intérieur, un accord préalable de transfert, propriété résidentielle. 3 noms, en haut le mien, celui d'Antoine, celui de Chloé. Une seule ligne de signature restée vide. La mienne. Jointe une note avec la voix d'Antoine, mais tapée comme un courriel professionnel. Pas d'urgence. Juste besoin de ta signature avant vendredi pour avancer avec la banque. Merci encore, maman. La banque. Je me suis assise au bord de mon lit, le document sur les genoux, ma robe de chambre goûtant sur la moquette. Il n'attendait pas ma permission. Il demandait un financement. Je l'ai envoyé à mon avocate les mains tremblantes. Elle a appelé dans les minutes qui ont suivi. Si tu signes ça même par erreur, c'est fini, a-t-elle dit. Et ne le laisse pas traîner où ils pourraient le photographier. S'ils peuvent prouver que tu as consenti même brièvement, ils s'en serviront. Ce soir-là, j'ai tout rangé en un seul endroit. Capture d'écran des textos. Vidéos Instagram de Chloé montrant sa chambre bébé de bébé en cours. Notes de ma main, listée de courses certées d'anniversaire, même des gribouillages, tout ce qui prouvait que j'étais lucide, alerte, capable. J'ai daté chaque page. J'ai noté chaque visite. J'ai commencé à tenir un journal de ce qu'il disait, de ce qu'il portait, de ce que je ressentais. Pas pour me souvenir. Pour prouver. Ce n'était plus de la confusion. C'était une stratégie. Il n'emménageait pas seulement. Il construisait un dossier pour m'effacer un formulaire, un faux sourire à la fois. J'ai appelé Geneviève à 6h14. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Parle-moi ». On se connaissait depuis nos premiers jobs à Lyon, moi au service comptabilité, elle, dans l'immobilier commercial. Elle était à la retraite, maintenant, vivait seule dans une maison de style provençal avec un jardin de roses et une porte d'entrée qui coinçait quand il pleuvait. Je lui ai tout raconté. Du dîner aux documents glissés sous ma porte, de la fausse grossesse au dossier rétiqueté, comme un projet de rénovation. Je n'ai rien omis, pas même le moment où j'ai hoché la tête comme une idiote pendant que Chloé filmait mon visage. Geneviève n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, elle a dit « On ne rend pas ça public. On agit en silence. » Pas d'annonce, pas de photos en ligne.
Pas de visite avec portes ouvertes. Juste des murmures à des acheteurs privés qui payaient en liquide et ne posaient pas de questions. Tu obtiendras un peu moins, a-t-elle averti, mais ça les empêche de contester la vente avant qu'elle soit conclue. J'ai dit oui avant qu'elle termine sa phrase. En 48 heures, elle avait un acheteur. Le chalet était dans une petite ville au bord du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Modeste, 2 chambres bardage jaune pâle avec un jardin qui demandait de l'amour et une véranda donnant sur une haie immobile. Il avait un patio fissuré et des placards démodés, peu importe. Il avait une serrure de la paix et pas d'Antoine. Le propriétaire, un veuf, a accepté de vendre hors marché en liquide. Pas d'hypothèque, pas de conditions, pas de questions. Pendant que Chloé postait des tableaux d'inspiration pour la chambre de bébé, je virais des fonds et organisais les déménageurs pour des meubles dont je n'avais parlé à personne. J'ai emballé les outils de mon mari, ma vaisselle héritée, un seul album photo. Il pensait que je faisais mes valises pour une semaine. Faisais mes valises pour disparaître. Les coups à la porte étaient mais impatients, pas amicaux. Je n'ai pas bougé. J'observais depuis le couloir, hors de vue, le vieux parquet grinçant sous mon talon nu. Maman, la voix d'Antoine. Sèche, mesurée. Ouvre, faut qu'on parle. J'ai attendu. Mon cœur battait fort, mais je restais immobile. Puis j'ai entendu le frottement discret du métal dans la serrure. Mon ancienne serrure. La clé de secours que je lui avais donnée il y a des années quand il avait oublié son portefeuille pendant ses examens et juré de la rendre. Il ne l'avait pas fait. Mais j'avais fait changer les serrures 2 jours plus tôt. Clic, secousse, clic, silence. Puis plus fort, t'as changé les serrures. T'es sérieuse là. Pas de réponse. Quelques secondes plus tard, quelque chose a glissé sous la porte. J'ai attendu que ses pas s'éloignent dans le couloir avant de ramasser. Une enveloppe blanche, papier épais, pas de salutation. Juste une lettre tapée d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce courrier constitue une notification formelle de l'intention d'entamer une procédure de mise sous tutelle dans le département de la Gironde au nom d'Antoine Dubois contre sa mère Madeleine Dubois, invoquant un possible déclin cognitif et une vulnérabilité financière. Je me suis assise par terre, la lettre toujours main. Ils n'étaient pas juste fâchés, ils étaient prêts à prendre le contrôle. J'ai appelé mon avocate et lu la lettre à haute voix. Elle a écouté jusqu'à ce que j'aie fini. D'accord, a-t-elle dit. Ils passent à l'arme lourde. On va blinder. En quelques heures, on avait un plan. Elle a passé en revue chaque message sauvegardé, chaque page de journal scannée, chaque capture d'écran. Elle m'a fait enregistrer une vidéo datée horodatée avec ma carte d'identité visible. Pas d'angle mort, a-t-elle dit. Pas de doute. Il ne poussait pas seulement. Il se préparait à me déclarer inapte. Elle est arrivée l'après-midi suivant en costume complet, cheveux bouclés, mascara épais, portant un cardigan crème fluide qui la faisait paraître fragile exprès. Elle se tenait devant l'immeuble, son téléphone incliné juste comme il faut. J'observais derrière les rideaux invisibles. Parfois, c'est la famille qui vous fait le plus mal, a-t-elle commencé, la voix parfaitement brisée. On attend un bébé et on est sans abri. Elle a changé les serrures. Elle savait qu'on n'avait nulle part où aller. Elle s'est tournée vers la porte-ma-porte et a laissé le silence s'installer. Puis les larmes sont venues, pas bruyantes, pas désordonnées. Juste assez pour la sympathie. Juste assez pour un montage avec une musique douce plus tard. Le soir, quand j'ai vérifié en ligne, la vidéo avait près de 6000 vues. Les commentaires déferlaient comme une marée. Comment une mère peut-elle faire ça? L'égoïsme des boomers à son pire. Elle est trop vieille pour vivre seule de toute façon. Égoïste.
Les hashtags enceinte est mise à la porte, trahison familiale, plus de mamie, les messages ont inondé mon téléphone. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, d'anciens collègues, même ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Pourquoi tu ne les aides pas? Ils ont besoin de stabilité. Tu as plus qu'assez. Je n'ai pas répondu. J'ai fait des captures d'écran. Chaque commentaire, chaque post, chaque message envoyé sous couvert de préoccupation, qui était en réalité du jugement déguisé. Je les ai envoyés à mon avocate ce soir-là avec une seule ligne. Ils réécrivent l'histoire. Voici le script. Je suis restée silencieuse sur les réseaux sociaux. Pas de réfutation, pas de défense. Juste des empreintes numériques dans des dossiers bien rangés, étiquetés par date sauvegardée dans le cloud. Qu'ils jouent leur rôle. Je n'ai pas commenté. J'ai documenté. Parce qu'au tribunal, les preuves survivent à la pitié. J'ai déménagé avant l'aube. Pas d'adieu, pas d'adresse de réexpédition. Juste 2 valises, 3 cartons scotchés et Geneviève qui m'attendait dehors dans son camion moteur déjà chaud. L'immeuble était silencieux. J'ai laissé mes clés dans une enveloppe scellée au concierge et une dernière note dans le tiroir de la cuisine. Tout est propre, calme prêt, prenez-en soin, elle a été bonne pour moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous avons roulé vers le nord, traversant la frontière régionale jusqu'en Haute-Savoie. Les arbres s'élargissaient, les routes rétrécissaient, mes épaules se sont détendues pour la première fois depuis des mois. Le chalet était niché derrière un mur de sapins et de terre meuble. Bardage jaune délavé, un porche fissuré, une cheminée pleine d'histoires, pas de caméra, pas d'interphone, pas de Chloé avec son téléphone. L'acheteur a conclu ce matin-là. Tout en liquide, pas de conditions. Geneviève a géré la dernière visite avec une efficacité discrète. Elle m'a envoyé un mot ensuite, fête. En fin d'après-midi, Antoine et Chloé se sont pointés. La nouvelle propriétaire, une jeune femme nommée Clara, a appelé Geneviève juste après. Elle a dit qu'un couple frappait à la porte, exigeant d'entrer, affirmant qu'il vivait... Clara n'a pas répondu. Elle a observé depuis la fenêtre à l'étage et a appelé la sécurité de l'immeuble. Plus tard, Chloé a posté une story devant le complexe sous-titré « Elle l'a vendu sous notre nez, sans prévenir, sans âme ». J'ai sauvegardé la vidéo. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me sentais vide, mais libre, comme si je me débarrassais d'un pull devenu trop serré pour respirer. Ce soir-là, je n'ai déballé qu'un carton, les albums photos. J'ai posé une photo de moi et mon mari sur le manteau de la cheminée, puis je me suis assise par terre avec une tasse de thé, écoutant le vent taper aux fenêtres comme s'il venait prendre des nouvelles. Ils ont frappé à une porte qui ne leur appartenait plus, ni à moi. 2 jours après la clôture de la vente, je suis entrée dans un cabinet d'avocats coincé entre une boulangerie et un magasin de matériel agricole, dans une ville où personne ne connaissait mon nom et où personne ne se souciait de qui j'avais été. L'avocate s'appelait Sabine, la soixantaine lunettes aux angles nets, bottes à boots d'acier. Le genre de femme qui ne sciait pas face à la laideur du monde. Je l'ai aimée tout de suite. Je veux tout réécrire, ai-je dit. Mon testament, les bénéficiaires, les directives médicales, les autorisations financières, tout effacé. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Des enfants. J'ai marqué une pause. Plus maintenant. Elle n'a pas sourcillé, elle a pris son stylo. Pendant 2 heures, nous avons défait des décennies d'hypothèses. Nous avons retiré Antoine de chaque ligne écrite autrefois avec un espoir tremblant. Chloé n'avait jamais figuré sur la page, mais maintenant, elle n'aurait jamais l'occasion. Le chalet, propriété exclusive. Les économies et la pension assignées à un nouveau fonds fiduciaire. Même l'assurance vie que je disais à Antoine être
pour les urgences, hors de sa portée. À la place, le fonds de l'échappée silencieuse, une association cofondée avec Geneviève pour aider les femmes âgées à échapper à la coercition financière ou émotionnelle familiale. Un petit début, mais réel. Clause de non-contestation, a demandé Sabine. Blindez-la, ai-je répondu. S'ils contestent, ils n'ont rien, pas même un message vocal. Elle a levé les yeux. Vous voulez leur laisser quelque chose, une lettre, une phrase. J'ai secoué la tête. Ils ont déjà réécrit l'histoire, qu'ils vivent dans leur version. J'ai fini de fournir la fin. Ce soir-là, je suis rentrée au chalet et me suis tenue sur le porche pendant que le vent s'enroulait autour des arbres comme s'il avait quelque chose à dire. J'ai allumé une bougie, écrit une lettre d'une page à moi-même et l'ai glissée dans le livre de recettes de ma grand-mère. Tu es partie, tu n'as pas attendu d'être effacée, tu t'es réécrite. Il a dit que j'étais trop vieille pour l'espace. Alors j'en ai sculpté un nouveau sans place pour lui. Elle est arrivée par courrier enveloppe, certifiée lettre grasse, adresse de retour du tribunal de Bordeaux. Je l'ai ouverte avec des ciseaux et des mains fermes. Antoine avait déposé une demande officielle de mise sous tutelle, invoquant un déclin cognitif, inapte à gérer mes finances, à risque d'exploitation. Il me dépeignait comme vulnérable, confuse, isolée. Il n'a pas mentionné que j'avais vendu mon appartement moi-même, ni que les fonds étaient dans un fonds fiduciaire protégé, ni que j'avais créé une association pendant qu'il filmait de fausses annonces de bébés avec Chloé. J'ai transmis la requête à Sabine et dans l'heure, elle a appelé. On ne va pas seulement se défendre, a-t-elle dit. On va l'enterrer. Cet après-midi-là, nous avons tout soumis. Ma vidéo témoignage enregistrée, datée, horodatée avec ma carte d'identité visible. Les journaux manuscrits des 6 derniers mois, chaque entrée datée et scannée. Les captures d'écran de chaque message, chaque post, chaque tentative d'Antoine ou Chloé pour me presser, manipuler ou humilier. Même une déclaration notariée de Geneviève qui avait assisté à chaque étape de la vente et du déménagement. À l'audience, je portais un pantalon gris et une chemise blanche impeccable. Pas frêle, pas fragile, juste concentrée. Antoine est arrivé avec un avocat qui semblait plus jeune que son mariage. Chloé était assise 2 rangs derrière, portant une robe de maternité qui tombait étrangement sur son ventre toujours plat. Le juge a tout lu, a posé 2 questions, puis a regardé Antoine et dit « Cela ne répond pas au seuil requis pour une mise sous tutelle, loin de là. » Affaire classée. Chloé a étouffé un cri. Antoine ne m'a pas regardé. Il a juste fourré les papiers dans sa sacoche comme s'il l'avait trahi aussi. Je n'ai pas célébré, je n'ai même pas souri. Parce que ce n'était pas une question de gagner. C'était de finir ce qu'ils avaient commencé à mes conditions. Je n'étais pas inapte. J'étais préparée. Et maintenant, j'étais légalement intouchable. C'est arrivé un samedi soir. Un SUV argenté au bout du chemin de gravier moteur ronronnant alors que le soleil plongeait derrière les arbres. J'observais depuis la fenêtre de la cuisine le cœur stable. Antoine est sorti en premier veste repassé tenant une bouteille de vin. Chloé a suivi en talons bas et maquillage discret, une main posée dramatiquement sur son ventre. Personne d'autre ne venait si loin. Ce n'était pas une visite. C'était une performance. Je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont frappé doucement d'abord, puis plus fort. « Maman » a appelé Antoine. « On veut juste parler. On a apporté quelque chose. » Abdessi. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé les lumières basses et attendu derrière les rideaux. La voix de Chloé a suivi fragile et craquelée. « Tu vas vraiment nous fermer la porte à ton petit enfant. » Puis j'ai vu la lumière rouge clignotante, son téléphone était sorti pointé vers le porche. On a essayé. Elle ne veut même pas ouvrir, a-t-elle murmuré à son public. Elle a choisi le silence plutôt que la famille, plutôt que son petit enfant. Je suis restée derrière la porte immobile, observant leur silhouette. Après 15 minutes, ils ont laissé la bouteille de vin sur le perron enrubanné. À côté, une boîte blanche plate. À l'intérieur, une échographie encadrée et une carte manuscrite.
Pouvons-nous repartir de zéro pour le bébé ANC? Mais j'avais déjà vu cette image des mois plus tôt sur un post de tableau d'inspiration de Chloé. C'était une photo générique, recadrée, filtrée, réutilisée. J'ai versé le vin dans l'évier, j'ai jeté l'échographie à la poubelle avec le ruban encore enroulé, et puis pour la dernière fois, j'ai ouvert mon téléphone, fait défiler jusqu'au contact d'Antoine et l'ai supprimé. Pas de message, pas de colère, pas d'adieu. Je n'ai pas claqué la porte. Juste fait en sorte qu'il n'ait plus jamais la clé. Je l'ai nommé un lundi pluvieux, assise face à Sabine, les mains autour d'une tasse en céramique ébréchée, le fond de l'échappée silencieuse. Pas de déclaration bruyante, pas de drame. Juste un chemin propre pour les femmes comme moi pour partir avec leur dignité intacte. Le vendredi, les papiers étaient déposés, le foncier était actif. Nous avions déjà notre première candidate, une femme de 82 ans à Strasbourg, dont la fille avait vidé ses économies et l'avait laissée dans un logement sans chauffage. Geneviève lui a envoyé une carte alimentaire et une chambre d'hôtel le soir même. Ce matin-là, le courrier PAI est arrivé avec une enveloppe crème du genre qui porte des invitations de mariage ou des regrets. À l'intérieur, une lettre manuscrite en cursive soignée et sans hâte. C'était de Camille, ma nièce, la seule à m'avoir contactée sans jugement. Tante Madeleine, j'ai tout vu. Je ne savais pas comment le dire. Mais il faut que tu saches peu quelque chose. Tu n'as pas perdu ta famille, tu t'es choisi. Ça demande plus de force qu'aucun d'eux ne comprendra jamais. Si je deviens la moitié de la femme que tu es, je considérerai ça comme une victoire. Avec amour, Camille. Je l'ai épinglé sur le frigo avec un aimant en forme de pomme de pin. Ce soir-là, je me suis assise pieds nue sur le porche du chalet, une tasse de tisane à la menthe fumante dans la main. Pas de caméra, pas de notification. Juste le bruit du lac tapant doucement contre la rive et le vent glissant entre les arbres comme un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparée au prochain coup. Il n'y avait pas de prochain coup. Juste ici, juste maintenant. Ils ont dit que je n'avais plus besoin de cet espace. Alors j'ai fait de la place pour la paix et je les ai laissés hors de mon futur.